à tous, merci d'être avec nous. Je suis ravie de vous retrouver dans votre magazine Alors, on change. Ce sont 4 portraits surprenants que nous vous proposons de découvrir aujourd'hui. Des personnes qui ont décidé de braver la loi en âme et conscience pour une cause qu'ils trouvent juste. Ils mènent ou ont mené une résistance pacifique afin de correspondre à leurs idéaux, mais aussi afin d'attirer l'attention des pouvoirs politiques et de l'opinion publique sur des situations qu'ils jugent absurdes. Alors, on change ? Eux l'ont fait. Planter des pommes de terre sur un champ destiné à recevoir une prison, Manon l'a fait avec d'autres militants. Aujourd'hui, cette jeune femme laisse de côté ses actions symboliques et privilégie le changement par l'action individuelle. Catherine s'occupe d'un jardin pas comme les autres, où les plantes s'expriment jusqu'à la semence. Des semences intéressantes, mais interdites, car non reprises au catalogue européen. Marie a des idéaux qui l'ont conduite à être condamnée à de la prison avec sursis. Arracher des plants de pommes de terre OGM, c'était selon elle une bonne idée. La justice n'en est pas convaincue. Depuis 10 ans, Lénie travaille à une révolution positive. À travers de nombreuses actions, légales ou illégales, il cherche à réveiller les consciences. Et pour nous accompagner en musique tout au long de cette émission, nous serons en compagnie d'Aurélie et de Michel. Aurélie, bonjour. Bonjour. Alors votre répertoire musical, il est ancré dans notre tradition en fait. Oui, notre tradition au sens large. Il y a de la Belgique, il y a de la France, il y a de l'Irlande, de la Suède. On se balade un petit peu partout en Europe. Et ce que vous faites, c'est de la musique à danser ? Oui, de la musique à danser pour les bals folk. Et les bals folk, ce sont des événements lors desquels les gens dansent toute la soirée avec des musiciens live. Et il n'y a pas de costume folklorique, on n'est pas du tout déguisé. Et alors, il y a des tas de danses différentes, des danses collectives, des danses en couple, des danses où on change de partenaire, des danses où on reste en chaîne. Voilà, le maître mot, c'est convivialité. Est-ce qu'on est obligé de savoir danser pour aller à un bal folk ou on peut apprendre sur place ? Pas forcément. En tout cas, il y a des danses qui sont accessibles tout de suite. Il y a des danses qui sont un peu plus compliquées. Et quand c'est le cas, parfois, il y a un animateur qui permet aux débutants de se lancer dans la danse. Eh bien super, je suis ravie de découvrir votre univers musical. Merci d'être avec nous aujourd'hui, merci, on vous écoute. Merci aussi. À 15 ans, Manon rêvait de sauver l'Afrique. 10 ans plus tard, Manon est toujours prête à défendre ses idées. D'abord avec un engagement dans le monde associatif, avec notamment la participation à des actions symboliques mais fortes, comme la manifestation contre le traité transatlantique, avec l'arrestation qui s'en est suivie. Et oui, la désobéissance civile, même pacifique, comporte des risques. Aujourd'hui, Manon a compris que pour changer le système, cela devait se faire de l'intérieur, avec ses valeurs. J'ai toujours été attentive au système dans lequel je vivais, aux choses que je trouvais injustes et tout ça. J'ai commencé très jeune en fréquentant le jeune magasin Oxfam de mon école. Donc j'ai d'abord été fort sensibilisée au commerce équitable. C'est petit à petit, à force de rencontres et de garder toujours l'esprit ouvert et l'œil attentif, que j'ai continué à me battre là-dedans. Quand je fais ma même en carton, je suis vraiment dans ma bulle. À ce moment-là, je pense à rien, je mets ma musique et je me lance dans les cartons. Et donc c'est un moment, c'est ma bulle à moi, où je peux juste créer des choses. Et j'avais entendu parler des gens qui faisaient des meubles en carton et j'aimais bien le côté récup. Vu qu'on fait ce qu'on veut, avec en plus du matériel qu'on n'a pas acheté, on récupère ça devant les grands magasins ou autres, où il y a des grandes caisses. Et donc je me suis lancée, j'ai fait une première table et j'ai bien aimé créer quelque chose à partir de rien. C'est clair que la pomme de terre et moi, quelque part, c'est un peu toute une histoire. Vu que dans le cadre de mon boulot dans une association qui travaille pour le droit à l'alimentation, on a participé le 17 avril, donc journée des luttes paysannes, à une action illégale de plantation de patates dans un champ à Arronne.
la journée était très symbolique, c'était l'idée qu'aujourd'hui, avoir une terre, c'est excessivement difficile au sud, mais également en Belgique. Les jeunes agriculteurs n'arrivent pas à se lancer parce que le prix de la terre est excessivement cher et qu'aujourd'hui, au lieu d'avoir plein de petits agriculteurs qui ont des petits champs, on a des immenses mono-industries qui travaillent du blé sur des hectares et des hectares et des hectares. Moi, la désobéissance civile ou l'action non violente, comme on dit, je suis un peu rentrée dedans au travers mon boulot dans l'association. Et parce que j'ai eu la chance d'assister à une formation qui était consacrée à ça, en fait. D'abord analyser la société et puis analyser les différentes formes de désobéissance civile. Désobéir civilement, c'est simplement montrer qu'on n'est pas d'accord en enfreignant une loi, mais une loi qu'on estime dans notre fort intérieur injuste, injustifiée. Et donc, la désobéissance civile, c'est d'une certaine manière un devoir citoyen. Ça me rappelle quand je suis partie en Afrique, quand j'étais plus jeune, à 15 ans, pour faire du reboisement. Et c'est assez rigolo de voir finalement le cheminement en 10 ans presque. Je suis partie en Afrique en pensant que j'allais sauver le tiers-monde, changer le monde. Et puis on se rend compte qu'en fait c'est pas aussi simple et puis que surtout ils n'ont pas spécialement besoin de nous pour aller reboiser leur pays. Et que finalement chez nous en Belgique il y a aussi des choses à faire. Donc c'est assez rigolo de me revoir dans la terre avec 10 ans d'écart. Ce qui m'a plu dans cette action et qui m'a touchée par rapport à mes valeurs, c'était renouer finalement avec la terre et renouer aussi avec, je pense, le métier de paysan, qui est un métier en voie de disparition, particulièrement chez nous. C'est l'idée de renouer aussi avec le plaisir de faire grandir ses légumes et de voir sa pomme de terre pousser ou sa tomate ou ce qu'on a envie de faire grandir et de réapprendre à vivre aussi avec les saisons. Quand on fait une action dont on nous a prévenu qu'elle n'était pas accordée de manière légale ou que la police n'avait pas donné son accord, moi personnellement, je ne prends pas vraiment conscience d'un risque important. Je me dis, dans le cas du 17 avril par exemple, on était fort nombreux, donc je me disais bon, il n'y a pas vraiment de risque qu'il arrive pas que ce soit. Et je me dis au pire, qu'est-ce qui se passe? La police arrive, ils nous dispersent. J'ai pas l'impression que c'est un risque important qu'on prend en tant que citoyen quand on fait ce genre d'action. Or, par contre, à l'occasion d'une manifestation contre la négociation du traité transatlantique Nord, on nous avait prévenu que c'était pas, qu'on n'avait pas reçu l'autorisation, en tout cas pas d'aller au-delà d'un certain périmètre. Je n'ai pas calculé le risque, mais je crois que personne n'a calculé parce que personne n'a compris ce qui se passait au moment où je ne sais qui a donné l'ordre à la police d'arrêter tout le monde. Ça a été très rapide. On s'est tous fait arrêter de manière un petit peu sauvage et brutale, alors qu'on n'avait pas le sentiment de déranger. On n'était même pas sur la route à ce moment-là, donc on n'empêchait rien. Moi, j'ai vécu comme... on me traitait plus vraiment... Oui, peut-être comme un être humain, mais j'avais l'impression que j'avais plus de droits, quoi. Et quand je suis sortie de là, je me suis dit, waouh, je crois que chacun, aujourd'hui, devrait faire l'expérience d'une arrestation. En tout cas, d'une arrestation que nous, on a tous considérée comme injuste et non valable. Il a fallu que j'envoie un message à ma patronne pour lui dire que je me faisais arrêter dans une manifestation, qu'il pouvait légalement me retenir 7 heures, et que donc il y avait un risque que je vienne pas. Et c'était un peu stressant, je me demandais comment on allait le prendre, mais finalement ils ont été hyper compréhensifs. Qu'est-ce qui m'a plu chez Manon? Manon est une personne efficace, qui a des valeurs et qui mène les batailles jusqu'au bout. Donc je pense qu'en fait c'est une idéaliste de terrain et donc on a des grands projets pour le développement de l'entreprise. Et donc avoir une force comme Manon qui va s'approprier les principes, les valeurs et les mener à bien avec nous, c'est quelque chose de très important pour nous aujourd'hui. Ça c'est les OSO pour nous ou c'est la OSO pour la commande? C'est pour la commande. Mon envie c'est juste de réussir à peut-être construire un modèle d'entreprise et de restaurant qui soit à la fois écologique mais à la fois social, tout en gardant en tête que ça reste quand même une entreprise et qu'il faut un certain profit pour pouvoir faire tourner, pour avoir aussi la liberté d'implémenter ce genre de projet et que finalement l'un va en passant l'autre. Et peut-être arrêter de diaboliser le privé, de considérer qu'à partir du moment où on veut faire de l'argent on est mauvais. Ce que j'avais tendance à penser jusqu'à ce que je rencontre ici un univers où les gens sont tout aussi généreux, sympas et motivés que dans l'associatif finalement. Ce qui reste de mes 15 ans,
10 ans plus tard, c'est quand même encore cette volonté un peu naïve de penser que tout est encore possible, même si effectivement à 15 ans, je pensais peut-être qu'en fait j'allais changer le monde ou sauver l'Afrique. Aujourd'hui, j'ai peut-être un projet un peu plus petit et un peu plus réalisable, mais je garde encore cette fougue et cette envie de voir bouger les choses, quoi. Faisons à présent la connaissance de Catherine. Catherine est incollable en ce qui concerne les variétés de plantes potagères de nos régions. Il faut dire qu'avec sa petite société semencière installée à Gèves, elle produit environ 500 variétés de semences. Mais avec ce travail, Catherine est hors la loi. En effet, on ne peut commercialiser que des variétés de légumes qui sont inscrites au catalogue européen. Mais avec plus de 80% de la biodiversité cultivée qui a disparu, Catherine a décidé de réagir. Notre jardin, en fait, est assez particulier dans le sens où on va aller au bout de la plante, on va aller jusqu'à la graine. Donc on est obligé dans ce jardin de laisser s'exprimer la plante pour qu'elle puisse se développer jusqu'à nous apporter sa graine. Et donc on voit les différentes étapes de la culture des plantes, du légume jusqu'à la floraison et puis jusqu'à la mise en graine. Regarde, ça a l'air d'être mûr. Oui, celles-là sont mûres, oui. Regarde, on voit la graine. Oui, oui, elle est bonne. On va démarrer la cueillette. Ça va, ok. Le travail de semencier est assez particulier dans le sens où quand j'ai démarré les semailles en 2000, en fait j'avais d'abord essayé de rechercher des variétés régionales belges. Je voyais qu'il y avait un souci à ce niveau-là, qu'on n'en retrouvait plus dans les jardineries. Et même au niveau des semences bio, c'était très difficile d'en trouver en Belgique. Et encore en plus, les anciennes variétés, à ce moment-là, c'était pas encore vraiment à la mode, je veux dire, d'actualité. Et donc, on a essayé de retrouver des anciennes variétés régionales, d'abord, bien de chez nous, comme le poireau gros vert de Huy, le céleri AGFA de Huy, le haricot coco rose de la Meuse, la laitue blonde de Laken. Elles ont un intérêt supplémentaire, déjà par leur aspect gustatif, mais également par leur rusticité, qui correspond mieux à notre climat et à notre terroir. On arrive maintenant au niveau des tomates dans les grandes surfaces à avoir des variétés qui se gardent super bien au frigo. On peut les garder plus de 3 semaines, mais qui n'ont aucun goût, qui sont acides, qui sont durs. Ici, on va avoir vraiment une panoplie de variétés de tomates qui passent du rouge au noir. Il y a des jaunes, il y a des oranges, il y a des roses, et chacune ont une particularité au niveau gustatif assez intéressante. Olivier, est-ce que la machine est libre pour pouvoir commencer les bottes? Regarde, elles sont... On va la libérer, mais ça va aller. Oui? On démarre ça? Oui. Ok, je te le laisse. Ok. Le problème de notre travail, c'est qu'on a dû retrouver ces anciennes variétés dans des associations, chez des consommateurs aussi, des collectionneurs. Et toutes ces variétés ne sont plus inscrites au catalogue officiel européen, qui fait que depuis 2000, depuis qu'on a commencé, pour toutes ces variétés, on est hors la loi. C'est-à-dire qu'il faut payer une inscription qui coûte quand même assez cher, qui tourne autour des 1000 € si je ne m'abuse. Et donc pour des petits producteurs comme nous qui vendons des variétés de collection, on va dire, payer des sommes pareilles, c'est impensable. Donc la crapaudine, c'est une vieille variété qui a beaucoup de goût. Donc pour moi, elle est très bien. Si vous aimez ce genre de betterave, c'est celle qui est le plus parfumée. Ou sinon, vous pouvez aller vers des originalités comme la chioggia. Certaines personnes qui viennent au salon Valériane savent que nos semences sont illégales, mais pas tous. Et donc c'est l'occasion de leur expliquer pourquoi on veut quand même les proposer
Pourquoi on trouve important de sauvegarder la biodiversité? Et bien souvent, vu que c'est des jardiniers, ils comprennent très vite l'intérêt qu'ils ont à avoir des variétés de toutes sortes, mais aussi des variétés reproductives que eux pourront faire également après dans leur jardin. Pour nous, faire ce métier, c'est porter un acte citoyen, c'est-à-dire que on trouve que notre travail est vraiment nécessaire pour ne pas perdre ce patrimoine. Ça fait partie de notre culture et donc oui, quelque part on est fiers de le faire, mais on trouve surtout que c'est important pour les générations futures de faire ce travail-là. Parce que si on laisse faire la réglementation depuis les années 1970, on irait uniquement vers des hybrides, vers des OGM et on rendrait complètement dépendants les consommateurs de ces variétés. Souvenez-vous, le 29 mai 2011, plusieurs personnes participaient à l'arrachage de plants de pommes de terre OGM à Wetteren. 11 militants ont été inculpés, parmi eux une ingénieure agronome de Dour, Marie. Condamnée à de la prison avec sursis, Marie et ses compagnons ont décidé d'interjeter appel. Le 28 octobre dernier, Marie se rendait au tribunal de Gand et nous avons accompagné cette citoyenne engagée qui assume les conséquences de ses actions. Ici, on est à Wetteren, là où s'est passée l'action. Donc c'était le 29 mai 2011. On était 400. Il y avait une clôture, mais plus rudimentaire que celle-ci. Donc à un moment donné, vers 2 heures, tout le monde a passé au-dessus. Et on est allé tout tranquillement vers les policiers qui attendaient pour défendre le champ. Certains ont réussi à passer les barrières, d'autres non. Mais l'un dans l'autre, on a quand même réussi à retirer une bonne quantité de pommes de terre OGM et de lancer des pommes de terre bio qu'on avait amenées avec nous, résistantes au mildiou. Donc pour le coup, c'est exactement ce qu'il comptait faire avec les patates OGM. Donc on les a lancées, c'était un petit peu la pagaille. Donc par la suite, on a été convoqués au siège de police, ceux qui avaient été arrêtés, une trentaine de personnes. Et puis de ces 30-là, ils en ont retenu 11, donc qui sont maintenant en procès depuis bientôt 3 ans. J'ai 31 ans, je suis ingénieure agronome, donc à la base éveillée par ces questions-là, même si ma carrière a un petit peu changé depuis. Voilà, ce qui m'y amène en fait, c'est à la base un flyer qui a circulé via internet, etc., qui annonçait l'action ici. Donc comme tout le monde, je suis venue intéressée et puis bon, quand les choses ont pris la tournure procès, je me suis dit qu'il fallait vraiment rester, donner de l'énergie là-dedans, le faire ici puisqu'on a l'occasion de le faire. Voilà quoi, s'impliquer sur une action, peut-être on ne peut pas le faire pour toutes les actions, mais celle-là, voilà, j'ai envie de la faire à fond. Ben, on est chez moi, il est 6 h du matin et on démarre pour l'appel au tribunal de Gand. Alors dans quel état d'esprit? Ben, je suis assez sereine, disons, ça s'est toujours relativement bien passé pour nous et je pense que ça va encore être une belle journée avec beaucoup de débats et beaucoup d'animation et beaucoup de soutien des personnes. Donc, voilà, tout le monde est là. Steven, ça va? Voilà, lui c'est Steven, c'est un des inculpés. On est tous de différentes parties de Belgique. Il y a 2 Néerlandais qui sont inculpés et un Français aussi. Donc ben voilà, on se voit principalement au procès. C'est pas une association, c'est pas un groupe de constitués et c'est certainement pas une association de malfaiteurs comme on essaye de nous accuser aujourd'hui. Et même presque au contraire, et ici les mobilisations... Finalement, c'est aussi ça que ça montre, c'est comment vous pouvez accuser ces 11 personnes d'associations de malfaiteurs alors qu'il y avait 400 personnes à l'action, que c'était annoncé publiquement. Non, il est bientôt 9 h, alors on va devoir y aller au tribunal. Aujourd'hui, on va pour l'acquittement, pour l'agriculture durable et pour une recherche indépendante. Viva Patata! Behandeling van de zaak Sander en consorten aan te vatten tot een mededeling aan de pers wordt verzocht. Ça s'est bien passé. On sent une certaine ouverture quand même à parler des questions de fond et pas seulement de forme. Pas seulement le fait d'avoir cassé une barrière, mais pourquoi est-ce qu'on l'a cassée. Donc ça c'est très intéressant. On a pu montrer des images de ce qui s'est passé ce jour-là pour notre défense.
Voilà, maintenant on continuera l'après-midi avec l'accusation. Ici, on est en train de faire un petit marché paysan en fait, pour tout de suite donner une alternative positive. En fait. Pas seulement dire on ne veut pas ça, mais pas seulement critiquer, mais aussi dire on propose ça. Donc il y a des gens qui viennent avec leurs produits. Donc c'est une bière bio qui est faite par la brasserie La Binchoise et qu'on vend en fait pour avoir un peu de fonds pour payer l'amende qu'on nous demande ici, qu'on nous demandera peut-être à la fin du procès. Et on a aussi toute l'explication ici à l'arrière. Donc les gens en fait c'est un moyen de communication plus qu'être simplement une bonne bière. Geweld heeft gebruikt. Ils disent qu'il y a une bande de malfaiteurs, ce qui n'est absolument pas le cas. Et c'est une infraction qui ne s'applique absolument pas sur des actions politiques. C'est même un danger politique de faire ça. Comme ça, tous les activistes qui veulent mener une action politique seront intimidés, n'osent plus. Et ça, c'est évident que c'est une violation de l'article 10 et 11 de la Convention européenne, donc la liberté d'expression. On dit aussi que ce chant était illégal. Maintenant, le chant n'existe plus, mais c'était illégal et c'est le tribunal de Gand qui a dit ça. On peut voter à plein moment de la vie, on fait des choix tout le temps. Donc, mais il y a certains moments quand on voit que le choix est impossible. Ici, dans ce cas-ci, le champ de pommes de terre OGM. Déjà, c'est avec notre argent que ça se fait, on n'est pas d'accord. On a rempli le bulletin sur Internet pour dire qu'on n'était pas d'accord, on n'en a pas tenu compte. On a rencontré les gens qui menaient le projet. Ils n'ont pas d'autre alternative, ils foncent dans l'OGM. Voilà, on sait tout ce que ça peut avoir de toxique et de dangereux. On sait le modèle économique à derrière, mais on n'a aucun moyen d'agir finalement. Donc là, il faut à un moment passer le pas et marquer son accord de manière tout à fait symbolique. On n'a attaqué personne, c'était tout à fait non violent. C'est-à-dire il y a quelques patates et quelques barrières qui ont été cassées, mais c'est pas grand-chose. Et voilà, et grâce à ça, il y a tout un débat de société qui s'ouvre, il y a un procès, il y a des gens qui se mobilisent. Voilà, le débat est ouvert, quoi. Et parfois, il faut savoir passer le pas, et c'est important de rencontrer des gens qui vous disent « Oui, mais si vous le faites, ça va, le monde ne va pas s'écrouler. Vous aurez un procès, vous devez trouver des fonds, mais c'est possible. » Voilà, c'est important. Lenny a 27 ans. Il se définit non pas comme un révolutionnaire, mais comme un révolutionnaire. Depuis 10 ans, il travaille une révolution positive. Au travers d'actions légales ou illégales, il cherche à éveiller les consciences, à semer dans l'esprit du citoyen que nous sommes un espoir, celui que le changement est possible et qu'il commence maintenant. Bonjour! Voulez-vous une tasse de soupe gratuite? C'est de la bonne soupe bio qu'on a fait nous-mêmes. Vous pouvez en prendre, on sert les tasses gratuitement et on discute un petit peu autour de notre rôle de consommateur dans la société. D'accord. Ouais, venez. C'est parti d'une réflexion de me dire, est-ce que j'ai vraiment envie de ce monde-là? J'ai 18 ans, je vais rentrer dans la vie active, dans les études, dans le travail, mais est-ce qu'il n'y aurait pas une autre voie à sélectionner, à essayer? Nous, avec cette action, on essaye d'amener une réflexion sur notre rôle de consommateur et de consommatrice. Alors on se dit, on est en bout de chaîne, on achète, on consomme, mais en fait, on ne se rend pas compte, mais on a un impact de fou. Donc si nous, la manière dont on consomme ce qu'on achète justifie toute la mécanique qui est devant nous. La manière de produire, ce qui est fait, l'exploitation des êtres humains, l'exploitation des sols, etc., etc. Et donc, on essaie de sensibiliser à une manière plus éthique de consommer. Il y a un puzzle d'action qui se fait à Verviers, comme ça. Donc c'est notre groupe qui essayons de créer une dynamique un peu révolutionnaire, disons-le. J'ai une personnalité assez hypersensible, on va dire, et j'ai voulu, pour me préserver, trouver un moyen d'action qui est peut-être très rêveur, très utopiste. Du coup, c'est passé par 9 années de réflexion, en même temps que j'expérimentais la vie, le travail, le monde réel. Et donc après 9 ans exactement, ça a pris la forme d'un livre, en fait. Et puis ensuite, c'est arrivé à un moment de mon parcours où, avec des amis, on a eu l'idée d'agir concrètement sur les choses. Et je sais pas ce que vous en pensez, mais je pensais
qu'on pourrait déclarer, si jamais on se fait choper, que c'est une action de sensibilisation citoyenne. Ça va être un peu une apparition champignon sur une nuit, comme ça il y a 100 affiches qui sont diffusées dans toute la ville. C'est une action un peu coup de poing dans le sens affichage sauvage sur des lieux bien précis. Ces actes de désobéissance civile peuvent être perçus comme illégaux et si par application froide de la loi ils le sont. En effet, un affichage sauvage, des tags, réappropriation d'espaces publics. Plantation de pommes de terre dans un parc public aussi, enfin ce genre de choses. Mais au-delà de la légalité, nous nous posons la question de la légitimité en fait, parce que réellement, si on reste chaque fois de gentils moutons bien rangés, il n'y a jamais rien qui va changer dans aucun sens. Alors voilà, ici donc c'est citoyen à éveiller, puisque clairement, sans la jeunesse, on est perdu. Si la jeunesse se limite à ces iPhones et à des petites envies égocentriques et où ils ne développent pas un esprit critique vis-à-vis de la société dans laquelle ils évoluent. Et s'ils ne prennent pas conscience de leur rôle pour la société qui vient et s'ils se laissent gouverner sans avoir d'esprit critique envers ce qui leur est imposé, ni de vision globale, ben on est vraiment dans la merde en fait. Et donc on a ciblé aussi toutes les écoles. C'était fin juin, donc nous découvrons un message dans la cour. Première réaction, on se dit on va vite effacer comme tout tag et on n'en parlera plus. Mais à la lecture du message, des enseignants, nous-mêmes avons été touchés par le message qui est porteur. Et rapidement, nous avons décidé d'en faire un thème d'année qui était la force des mots. Parce que derrière un message venu de façon illicite, il y avait cette force d'un message porteur, contrairement au tac que l'on découvre habituellement. Et donc cette année, on valorise par exemple toute une action citoyenne qui avait commencé avant, où des citoyens du monde sont mis en valeur par des paroles fortes. Et donc vous pourrez découvrir dans l'école des panneaux réalisés par des élèves où ces paroles fortes sont mises en évidence. L'idée, en fait, avec cette action, ce genre d'action de mots, c'est de ramener de l'humanité dans un environnement urbain trop froid, en fait. Moi, je me vois comme un révolutionnaire qui veut semer du positif, des réflexions. Et artiviste, alors aussi, qui est en fait une utilisation de l'art comme arme de construction massive, j'aime bien dire ça, qui soit au-delà de l'art pour faire de l'argent en fait. C'est vraiment utiliser l'art pour toucher l'individu, l'humain, le citoyen, pour contribuer à une dynamique positive de réflexion intelligente et d'espoir aussi en fait. L'idéal, c'est vraiment que ça ait pu donner l'envie et inspirer d'autres personnes à faire pareil, et donc ça serait vraiment magnifique. C'est la fin de cette émission. Merci de votre fidélité. Si ce que vous avez vu vous fait réagir, eh bien, n'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire sur notre page Facebook. C'est tout à fait légal. Allez, à la prochaine fois. Bye bye.